Bonjour, dans ce chapitre nous allons voir les défenses immunitaires et ça va nous permettre de répondre à certaines questions comme pourquoi on réussit quand même à guérir d'une infection, par exemple le Covid, quels sont les acteurs du système immunitaire, c'est-à-dire ce sont les globules blancs et les anticorps, on va voir quelle est la différence et quelle est leur action. Pourquoi on tombe quand même malade malgré le fait qu'on ait un système immunitaire et enfin quel est le principe de la vaccination. Vous avez ici la leçon, le schéma bilan de la leçon. Tout d'abord, rappelons que le sang circule dans des vaisseaux sanguins comme ceci, ce sont des tuyaux et le liquide est constitué finalement de plusieurs ensembles, des globules rouges, c'est pour ça que le sang est rouge. Les globules rouges emmènent l'oxygène aux organes, donc ça ne nous intéresse pas dans le système immunitaire. Toutes ces cellules, il y a aussi les globules blancs, ici, et les plaquettes qui nous aident à colmater les vaisseaux sanguins quand on se coupe. Ce qui va nous intéresser là-dedans, ce sont les globules blancs, et tout ça circule dans une partie liquide qu'on appelle le sérum. Quand on centrifuge le sang, eh bien en fait on s'aperçoit qu'il y a une partie solide, les cellules, et une partie liquide jaunâtre qui s'appelle le sérum. Et c'est dans ce sérum qu'on trouvera les anticorps. Si on s'intéresse à des analyses sanguines, on voit que dans le cas d'une personne qui a une angine, par exemple une personne malade, et par rapport à une personne qui a guéri, eh bien on s'aperçoit que ces leucocytes, c'est-à-dire ces globules blancs, c'est un synonyme, eh bien, sont supérieurs à ce qu'ils devraient être en temps normal. Normalement, on devrait en avoir 4 à 10 dans le sang, et là, il y en a 12, alors qu'une personne qui est guérie n'en a que 6,1, c'est-à-dire normal. En revanche, les hématies, c'est-à-dire les globules rouges, eh bien, qu'on soit malade ou pas malade, je parle d'une maladie infectieuse, eh bien, on en a une quantité qui est normale. Ce qui prouve bien que parmi ces deux cellules, ce sont bien les globules blancs qui sont les acteurs du système immunitaire. Parce que quand on est malade, il y en a plus que la moyenne. On peut voir la même chose sur une photo. Ça, c'est un frottis sanguin. On met une goutte de sang sur une lame et on regarde au microscope. Ça, ce sont des globules rouges et ça, ce sont des globules blancs qui ont été colorés en violet. Eh bien, quand une personne est malade, on voit qu'il y a plus de globules blancs dans le sang que quand une personne est guérie. Parmi les globules blancs, c'est ce qu'il faudra connaître en troisième, il y a deux types de globules blancs, les phagocytes, dont on verra le rôle tout à l'heure, et les lymphocytes. Parmi les lymphocytes, il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. En résumé, tout ça, ce sont des globules blancs. Tout d'abord, le rôle des phagocytes. Quand on observe une petite goutte de pus au microscope, que ce soit un bouton d'acné ou du pus en dehors, eh bien, on voit que les microbes, ici ce sont des bactéries, sont à l'intérieur des phagocytes. On a donc pensé à un moment donné que les phagocytes mangeaient les microbes, d'où leur nom de phagos, qui veut dire manger. Phagos, cyte, et cyte, c'est cellule. Pour voir comment ça fonctionne, quand on se coupe, si on n'atteint pas le vaisseau sanguin, évidemment, on ne saigne pas. Si on atteint le vaisseau sanguin, le sang sort et on saigne. Dès qu'on se coupe, des microbes rentrent à l'intérieur, ça lance un système d'alerte et les vaisseaux sanguins vont alors se mettre à gonfler, à se dilater. C'est pour ça qu'au niveau de la plaie, on va avoir un gonflement. Comme on a beaucoup de sang qui arrive, on va avoir un échauffement. On appelle ça une réaction inflammatoire. Et les globules rouges vont rester à l'endroit, c'est-à-dire dans le sang. Ça va devenir rouge également. Et enfin, les phagocytes, les globules blancs, vont sortir des vaisseaux sanguins pour aller manger les, euh, les microbes, un par un. Si les phagocytes réussissent à gagner la guerre, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a une guérison qui va être automatique, il ne va pas y avoir d'infection supplémentaire. Par contre, des fois, ce sont les microbes qui vont gagner, qui vont prendre le dessus sur les phagocytes, et l'infection va se généraliser. Donc ce système, c'est ce qu'on appelle la phagocytose, elle dure environ 1 heure pour un phagocyte qui va manger et digérer les microbes.
Que se passe-t-il du coup quand on se fait contaminer et si la phagocytose n'a pas suffi à éliminer les microbes? Les microbes vont alors se multiplier dans l'organisme. C'est donc une infection. On va développer des symptômes et on va tomber malade. Malgré ça, il y a un deuxième système de défense qui vont être les lymphocytes B qui se trouvent dans les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, les voilà. Les plus connus sont les amygdales, les boules qu'on a au fond de la gorge, et on a des ganglions un petit peu partout à des endroits stratégiques, notamment au niveau de l'intestin, parce que c'est une porte d'entrée des microbes. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand un microbe arrive? On appelle ça un antigène, qui est donc étranger à l'organisme. Un lymphocyte dans les ganglions, eh bien, va reconnaître un antigène grâce à ces anticorps qui se trouvent sur sa membrane. Une fois qu'un lymphocyte B a reconnu un antigène, il va être activé, il va donc se multiplier à l'intérieur des ganglions. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup de lymphocytes B dans les ganglions, et c'est la raison pour laquelle les amygdales ou même les ganglions vont gonfler. Voilà pourquoi ils gonflent, parce qu'il y a plein de lymphocytes B à l'intérieur. Une fois qu'il y a assez de lymphocytes B, donc ça va prendre 1 ou 2 jours, eh bien chaque lymphocyte B va fabriquer des anticorps, des milliers d'anticorps. Un lymphocyte B peut produire 2000 anticorps en une seconde. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'anticorps, des milliards d'anticorps, et qui vont aller vers le sang, donc dans la circulation sanguine. Et comme il y a 100 000 km de vaisseaux sanguins dans le corps, ces anticorps vont se retrouver partout dans le corps. Une fois qu'il y a assez d'anticorps, ils vont aller neutraliser les antigènes qui se trouvent partout. Donc là, ça met quelques jours pour en arriver là, donc on est déjà bien malade. Et les anticorps vont neutraliser un par un les antigènes, sachant qu'un anticorps peut prendre 2 antigènes à la fois. Il les neutralise, il ne les tue pas. Et enfin, ce sont les phagocytes qui vont revenir et qui vont manger tout ça, aussi bien les antigènes que les anticorps. Ici, on peut le confirmer grâce à un graphique où on voit la quantité des antigènes et la quantité des anticorps. La quantité des antigènes juste après la contamination augmente puisque les microbes se multiplient. Et quand ils ont atteint un certain nombre, eh bien, on a les symptômes de la maladie. Donc ça, c'est en semaines. Donc au bout d'une semaine, on a des symptômes. Et on s'aperçoit que la quantité d'anticorps n'augmente que à peu près 5-6 jours après la contamination. C'est le temps que eh bien, les lymphocytes B reconnaissent, puis se multiplient à l'intérieur des ganglions, puis fabriquent des anticorps et que les anticorps puissent neutraliser les antigènes. Donc, une fois que les anticorps sont fabriqués par les lymphocytes B, leur quantité augmente et on s'aperçoit bien que c'est quand leur quantité augmente que la quantité d'antigènes diminue, ce qui prouve bien que les anticorps vont neutraliser les antigènes. Autrement dit, si on n'avait pas d'anticorps, la quantité d'antigènes augmenterait et c'est la mort de l'individu à cause de la maladie infectieuse. On verra plus tard que donc la quantité d'antigènes diminue, c'est la guérison, et quand la quantité d'anticorps augmente, elle se retrouve bien dans le sérum, on a dit, dans le sang, et on dit alors qu'on est séropositif, puisqu'on a des anticorps contre la maladie dans le sang. Si on parle spécifiquement du Covid, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va faire un test antigénique pour vérifier si on a l'antigène, c'est-à-dire le coronavirus, dans le nez avec un coton-tige. Et par contre, au bout de quelques semaines, vu qu'on n'a plus de coronavirus dans le nez, on ne peut plus faire de test antigénique. On va alors faire un test sérologique pour vérifier si on a des anticorps dans le sang spécifique du coronavirus. Et ça voudra dire qu'on a eu le coronavirus. Pour donner une idée de la taille des anticorps par rapport au lymphocyte B, si ça c'est un lymphocyte B, alors ça c'est un virus. Les virus sont beaucoup plus petits que les cellules, notamment les cellules humaines. C'est pour ça que les virus peuvent entrer et se multiplier à l'intérieur des cellules. Donc si je zoome sur un virus, les anticorps c'est ça, c'est tout petit, ce sont des molécules. Et voilà la taille d'un virus, et voilà la taille des anticorps par rapport à
un virus, je dézoome pour voir la différence de taille entre un anticorps, une molécule, et une cellule qui est le lymphocyte B. Une notion à bien comprendre est la spécificité des anticorps. Ça veut dire quoi? C'est que chaque anticorps est spécifique d'un antigène comme chaque clé est spécifique d'une serrure. Tous les anticorps sont différents les uns des autres. Et comme les antigènes sont tous différents, c'est-à-dire que le coronavirus, il a des antigènes particuliers, le virus de la grippe, il a ses antigènes particuliers. Ici, on a un exemple bactérie diphtérique, bactérie de la tuberculose, bactérie du tétanos. Eh bien, on s'aperçoit que pour les antigènes de la bactérie de la diphtérie, il n'y a que ce type d'anticorps spécifique à la bactérie diphtérique, puisque c'est le seul qui va pouvoir s'emboîter à l'intérieur. Et là, on voit qu'un anticorps peut prendre deux antigènes à la fois, ce qui va permettre après aux phagocytes de venir manger tous les antigènes neutralisés par les anticorps. Ici, par exemple, c'est l'anticorps qui va être spécifique de la bactérie tétanique, puisqu'elle a une forme ici complémentaire pour pouvoir le neutraliser. Il faut que ça s'emboîte. C'est ce qu'on avait découvert avec cette expérience-là. Par exemple, on prend un cobaye qui a guéri de la diphtérie. On a pris son sérum, dans lequel il y a donc des anticorps spécifiques de la bactérie diphtérique. On a introduit ce sérum dans un cobaye B. Et on a introduit également ce sérum dans un cobaye C. Donc le cobaye B et C ont récupéré des anticorps antidiphtériques. Et quand on injecte des antigènes diphtériques, c'est-à-dire des bactéries diphtériques, au cobaye B, vu qu'il a des anticorps qui proviennent du cobaye A, alors il survit. Tandis que si on injecte des antigènes tétaniques, c'est-à-dire un autre antigène, eh bien comme il a des anticorps seulement spécifiques de la diphtérie, ils ne vont pas s'emboîter dans les antigènes tétaniques, du coup, il meurt. Je rappelle que ces anticorps se retrouvent dans toute la circulation sanguine puisqu'ils sont dans le sérum. Donc on dit qu'on est séropositif vis-à-vis de cet antigène. Séropositif, ça veut dire avoir des anticorps contre cet antigène-là dans le sérum. Souvent on connaît le terme de séropositif pour le VIH, c'est-à-dire la maladie du sida. Eh bien, il est facile de détecter la présence d'anticorps anti-VIH dans le sérum. S'il y a des anticorps anti-VIH dans le sérum, ça veut dire qu'on a été contaminé par le virus VIH. Si on n'a pas d'anticorps anti-VIH dans le sérum, ça veut dire qu'on n'a pas été contaminé. Ça veut dire qu'on est séronégatif. C'est le même principe pour le coronavirus. Si on a des anticorps spécifiques du coronavirus dans le sérum, donc dans le sang, ça veut dire qu'on est séropositif, donc on a eu le coronavirus. Si on est séronégatif, ça signifie qu'on n'a pas d'anticorps dans le sang, et donc on n'a jamais eu le coronavirus. On a vu le rôle des lymphocytes B qui fabriquent des anticorps pour neutraliser les antigènes. Maintenant, on va voir le rôle des lymphocytes T. Le rôle des lymphocytes T, eux, ils ne vont pas tuer à distance, ils vont aller au contact directement. Donc ça, c'est un lymphocyte T qui va au contact directement d'une cellule à nous qui a été infectée par un virus ou bien une cellule cancéreuse. Et quand le lymphocyte T va se fixer à cette cellule, il va la tuer, d'où son nom, lymphocyte tueur. Il va la détruire directement. Donc les lymphocytes T détruisent les cellules infectées par des virus, mais aussi les cellules qui sont cancéreuses. Parfois, il peut y avoir des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où le système immunitaire se retourne contre soi, comme le vitiligo, c'est la plus connue, où les lymphocytes T, justement, au lieu de s'attaquer à des cellules cancéreuses ou des cellules infectées par des virus, vont s'attaquer à des cellules normales. Ici, ça va s'attaquer à des cellules qui fabriquent la mélanine, c'est-à-dire le pigment noir. Étant donné qu'elles tuent ces cellules-là, eh bien, il n'y a plus de pigment noir dans ces cellules. Donc ce sont des personnes qui vont être du coup sensibles aux UV du soleil. Mais ça, ce sont des cas particuliers. Enfin, nous allons voir le principe de la vaccination, puisqu'elle repose complètement sur ce qu'on vient de voir.
Le principe de la vaccination, c'est d'injecter des vrais antigènes. Ici, on voit virus vivant atténué de la rougeole. Donc, quand on se fait vacciner contre la rougeole, on injecte directement le virus de la rougeole et non pas les anticorps comme on le croit. Évidemment, ce sont des virus atténués, c'est-à-dire qui ne vont pas être pathogènes et qui ne vont pas nous rendre malades. Voilà le principe de la vaccination. On injecte un antigène atténué pour faire croire au système immunitaire qu'on se fait contaminer par un antigène. Les lymphocytes B le reconnaissent comme un antigène qui n'est pas atténué et ils vont se multiplier comme on l'a appris tout à l'heure. Ici, ils se multiplient comme tout à l'heure. Et parmi ces lymphocytes B, eh bien, il y en a qui vont devenir des lymphocytes mémoire. C'est pareil pour les lymphocytes T. Parmi la quantité de lymphocytes B qui sont fabriqués, certains deviennent des lymphocytes mémoire. Et parmi ces lymphocytes mémoire, leur particularité, c'est qu'ils vont réagir plus vite lors d'un deuxième contact, cette fois-ci avec le virus qui sera pas atténué, c'est-à-dire un virus actif. Par exemple, si on se fait si on se fait vacciner par le coronavirus, on injecte le coronavirus, le principe c'est de fabriquer des lymphocytes B mémoire contre le coronavirus, et la prochaine fois qu'on se fait contaminer par le vrai coronavirus actif, c'est-à-dire pas atténué, c'est-à-dire pathogène, eh bien les lymphocytes B mémoire vont réagir beaucoup plus vite, ils vont se multiplier beaucoup plus vite et ils vont fabriquer beaucoup plus d'anticorps, parce qu'ils s'en souviennent, spécifiques contre le virus, le coronavirus. Et ce qui fait qu'on ne tombe pas malade, puisque ça va prendre beaucoup moins de temps que la réaction initiale. Si je regarde ça sur un graphique, lors de la première injection d'un antigène, si je prends l'exemple du coronavirus, eh bien la quantité d'anticorps, elle est plutôt faible, elle augmente mais faiblement. Donc là, c'est lors de la première vaccination. Et quand la deuxième fois que je suis confronté à ce même antigène, exemple le coronavirus, eh bien la deuxième fois, la quantité d'anticorps va augmenter beaucoup plus en nombre et beaucoup plus rapidement. La première fois, ça augmentait au bout de 2-3 jours, et la deuxième fois, ça augmente dès le premier jour. Ce qui fait qu'on n'a même pas l'impression d'avoir été contaminé, que les anticorps ont déjà neutralisé tous les antigènes. Autrement dit, si je regarde la réaction de tout à l'heure sur les lymphocytes B, eh bien, tout à l'heure, lorsque mes antigènes arrivaient, j'ai le temps de tomber malade parce que les lymphocytes B vont se multiplier et fabriquer des anticorps, etc. Alors que la deuxième fois que mon antigène arrive, c'est le cas pour la varicelle. Quand on a eu la varicelle une fois, normalement, on ne l'a pas une deuxième fois, parce que quand il arrive une deuxième fois, les lymphocytes B mémoire reconnaissent cet antigène-là, vont se multiplier beaucoup plus vite, vont fabriquer beaucoup plus d'anticorps et beaucoup plus rapidement, et vont les neutraliser beaucoup plus rapidement, en moins d'1 jour, contrairement à ce qui se passait tout à l'heure, en plus de 5 jours. Donc on n'a pas l'impression d'avoir été contaminé. Enfin, on peut dire que la vaccination, c'est une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective, car ici en rose sont les gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont infectés. On va prendre encore l'exemple du coronavirus. Eh bien, ces personnes-là vont contaminer les autres personnes, et la contamination des autres personnes fait que la maladie se répand très facilement dans la population. Alors que si on a beaucoup de gens vaccinés dans la population, donc ce sont les individus en vert, et bien même si j'ai des individus qui sont contaminés, eh bien les gens qui sont vaccinés vont faire barrage, vont faire bouclier, vont empêcher que le virus se répande dans la population. Donc même là, j'ai des gens qui ne sont pas vaccinés et qui vont ne pas avoir la maladie, mais c'est parce que les autres gens ont été vaccinés. Sinon, ils auraient eu la maladie. Donc les vaccinés peuvent protéger les autres personnes. Merci et à bientôt.